Et notre deuxième conférencier est donc Emmanuel Vigneron, qui est membre correspondant de notre académie depuis quelques mois, que nous n'avons pas eu jusqu'à présent le plaisir d'accueillir comme on le fait, puisque nous ne sommes pas encore vus, mais par une conférence, l'accueil se fait déjà tout à fait bien. Donc il est professeur d'aménagement sanitaire à l'Université de Montpellier et à l'Institut des hautes études de l'aménagement du territoire à Paris, agrégé de géographie, docteur en histoire et en géographie. Il a été directeur scientifique du groupe de prospective santé et territoire de la DATA. Et il est conseiller de nombreux organismes publics. Donc je passe, je signale, vous pouvez trouver son CV sur Internet comme nous tous en quelque sorte. Et je signale ces deux derniers ouvrages, L'hôpital et le territoire, n'est-ce pas, de la coordination au GHT, groupe hospitalier territorial, c'est ça, GHT, n'est-ce pas, une histoire pour le temps présent, et puis le tout dernier, La santé au XXIe siècle à l'épreuve des crises. Magnifique livre. Merci Emmanuel, en tout cas d'avoir accepté de faire un duo avec notre président. Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Jean-François, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis. Après le regard du microbiologiste, maintenant c'est le tour du regard du géographe. Ils ne sont pas du tout antinomiques et Jean-Pierre Delay l'a souligné, ils sont même complémentaires parce qu'au fond, ce double regard, il est constitutif de la médecine pastorielle, notamment tropicale. Les pastouriens que j'ai rencontrés, beaucoup dans ma vie, puisque j'ai commencé ma carrière à Lanston, c'était rapidement à l'IRD aujourd'hui, qui était Lanston autrefois. Les pastouriens aiment la géographie, et moi, jeune géographe, envoyé en Polynésie, j'ai été très intéressé par l'approche scientifique des pastouriens, qui était dès l'origine, avec la grande Nicole, enfin des grands noms que nous connaissons, du début du siècle, du siècle du fin 19e, qui était très pluridisciplinaire. Donc j'ai appris grâce à eux et grâce à un ami que nous avons de commun, qui a été directeur de l'Institut Pasteur de Madagascar et de l'Institut Pasteur à Tahiti, qui est l'Institut Malandé, qui est le médecin général Jean Roux. J'ai appris cette approche pluridisciplinaire et comme ça, j'ai développé sur une base ancienne qui venait de Maxor, un nom qu'il a cité, j'ai développé à l'Université de Montpellier, sous l'influence de mon maître évidemment, Henri Picheral, j'ai pour partie originaire de Laurent, bien comme on sait, et j'ai développé la géographie de la santé en proposant une extension de la notion de complexe pathogène de Maxor dès le monde. Bon, donc le regard du géographe. J'arrête là pour nos liens avec la microbiologie. Vous connaissez la question du Petit Prince, mais qu'est-ce qu'un géographe quand il débarque de sa planète? Qu'est-ce qu'un géographe? Vous vous souvenez aussi sans doute, que vous avez beaucoup de mémoire, de la réponse du vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres et qui était géographe. Il répond: les géographies sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Nous, les géographes, nous écrivons des choses éternelles. Alors, essayons aujourd'hui, si vous voulez bien, éternel, ça fera plaisir à Jean-François, bien sûr, et nous essayons, et à d'autres, Adrien, peut-être aussi, et puis moi aussi, voilà, nous essayons aujourd'hui de voir de quelle éternité géographique témoignent les épidémies, et notamment celles contemporaines de la Covid-19, qui n'est peut-être pas si contemporaine que cela, comme Jean-Pierre l'a dit. Nous le ferons en observant quelques cartes, car j'imagine que c'est ce que vous attendez d'un géographe. J'imagine donc que c'est ce que vous attendez d'un géographe, après avoir réfléchi, et parce que j'ai déjà beaucoup publié cette année sur l'épidémie de Covid et ses approches géographiques, vous aurez ces textes, j'ai publié dans la revue d'économie nationale à Lyon, et Géoconférence, j'ai voulu pour vous essayer de faire plus neuf. C'est hyper risqué, et vous en jugerez. Mais cela me paraît plus respectueux de notre compagnie et me donne l'occasion de vous remercier tous de m'avoir élu parmi vous. Mon angle d'attaque aujourd'hui sera donc d'analyser dans la longue durée la construction du regard géographique sur les épidémies et son apport à la connaissance que nous pouvons avoir des épidémies. Mon exposé il se fera donc autour de quelques cartes. Pourtant,
le premier document que nous allons observer ne sera pas une carte. Vous comprendrez vite pourquoi, et vous y verrez par vous-même l'intérêt de la géographie. Ce document, vous le connaissez, c'est une enluminure de la mort de Saint-Louis, et dans les chroniques de Saint-Denis, elles ont été faites après la mort de Saint-Louis, mais pas très longtemps après, par quelqu'un qui avait été le témoin de la mort de Saint-Louis, qui était évidemment à Saint-Denis, et qui les a complétés, c'est Guillaume de Nancy qui les a complétés. Donc, que voyons-nous là? Nous voyons le roi étendu sur sa couche, à ce moment il est déjà mort, et évidemment les assistants se lamentent. Les assistants, c'est les assistants de pacotille, car les assistants ainsi vêtus n'étaient pas avec Saint-Louis. Il faut savoir que les enluminures sont plus tardives que le récit de Guillaume de Nancy. Et elle a été faite entre 1330 et 1350. On sait bien des choses de la mort de Saint-Louis, et sur ce dernier jour sur les remparts de Tunis, c'était le 25 août 1270. Nous ne savons en revanche toujours pas bien de quoi il mourut, sinon qu'il s'agissait bien d'une épidémie, parce qu'elle a ravagé beaucoup de monde autour, et qu'il s'agissait probablement d'une dysenterie. En revanche, nous savons quand même peu de choses sur la maladie qui a causé la mort. 7 siècles et demi après, on en discute encore et régulièrement, des hypothèses sont défendues. Cela alimente les discussions, cela nourrit les journaux, mais il y a parfois bien des choses qui sont un peu abracadabrantesques, comme dirait quelqu'un. Mais au fond, peu importe la nature exacte de la pestilence, la mort de Saint-Louis est quand même perçue comme la conséquence de l'une de ces fièvres maudites que l'on attrape là-bas. Là-bas viennent les pestes, c'est-à-dire de Libye, au-delà de l'Égypte, au-delà de la Syrie, pays fort peu connus et qui bordent sur les cartes du temps le disque du monde, puisque le monde est représenté à plat comme un disque. Là s'arrête absolument au XIIIe siècle, il ne faut pas faire d'anachronisme, s'arrête la connaissance géographique du monde qu'ont les Francs. Au XIIIe siècle, cette connaissance géographique n'a pas beaucoup progressé depuis les temps préhistoriques. Par exemple, les habitants du poste de Blandas, au 3e millénaire avant notre ère, avaient du monde une connaissance qui n'était pas très éloignée de celle qu'on avait encore au XIIIe siècle. C'est juste après que va venir la révolution de la connaissance géographique. Et on sait en effet aujourd'hui que la peste noire, celle à Yersinia pestis, elle a été présente en Europe aux alentours de 3000 à 2500 ans avant notre ère, en Suède, en Lituanie, et sans doute encore toujours dans le bassin de la Volga, qui a une particularité d'être en contact, nous le savons maintenant, avec les mondes orientaux, une voie naturelle de la route qui est encore suivie aujourd'hui par des milliers de camions chaque jour qui circulent sur ces routes-là. On sait aussi que sont formées à cette époque, vers 3000 ans en Jésus-Christ, de très vastes sociétés, communautés sédentaires d'agriculteurs et d'éleveurs. Au même moment, la roue et l'attraction animale se sont diffusées à travers l'Europe et des réseaux commerciaux se sont développés. Par exemple, le commerce de l'ambre de la Baltique, qu'on retrouve dans des fouilles préhistoriques ici, en Languedoc. L'obsidienne des îles Lipari, en Sicile, qu'on retrouve également chez nous, y compris autour de nous, sur l'Écosse. Tout cela constitue certainement des moyens favorables au développement d'épidémies qui deviennent ensuite des pandémies. On en a un exemple ici sur un ossuaire en Suède, où vers 2800 avant notre ère a été identifié le bacille de Yersinia pestis, qui, comme l'a fait remarquer Jean-Pierre, se conserve bien alors que le coronavirus, c'est pas peut-être un jour on les trouvera aussi. Si on avait dit à quelqu'un d'aller trouver des bacilles de Yersinia pestis en 500 ans, qu'on avait dit ça à Yersinia lui-même, il en aurait douté. Et pourtant, il venait de découvrir lui-même le bacille. Donc, il n'est pas surprenant de trouver, à partir de ce moment-là, de si nombreuses tombes collectives dans des grottes, des avennes, comme il y en a tant sur nos postes voisins, par exemple la de la Rivière, à Roque, tout près d'ici. Et aussi, vous savez, le Gard, qui est le champion de France du nombre de dolmens. C'est une chose qui est moins connue, mais qui est réelle. C'était Camille et Hugues qui avaient fait à Nîmes, un historien, il y a 100 ans,
on avait fait le premier inventaire. On peut même penser que les phases successives et séparées d'inhumation qu'on trouve dans les dolmens ou dans les grottes pourraient correspondre à des périodes épidémiques et à des inhumations d'urgence, comme d'autres qu'on retrouve à travers les âges. Ici, j'ai mis deux tombes à côté l'une de l'autre. Une fosse commune qui a été découverte en 2015 à Toulouse, rue des Troxibons, sous un ancien collège des Jésuites, au bord de la Garonne. Et cette tombe, elle est bien datée par divers éléments de 1348-49, c'est-à-dire de l'instant où la peste est arrivée à Toulouse. Et celle d'en dessous, elle y ressemble étrangement, et elle manifeste une animation collective, mais comme la première, avec un respect des morts. Et les gens sont posés telle bêche pour remplir au maximum la fosse commune. Il y en a 21 là, dans la photo d'en bas. Cette photo d'en bas, parmi les 21, il y a Alain Fournier, puisque cette photo est une photo de la fouille de la tombe des 21 de la compagnie de Fournier, qui sont morts en septembre 14, une fouille de 91. Et ces deux fouilles-là ont permis de faire énormément de progrès en paléopathologie, en médecine archéologique, etc. Bon, alors, revenons à la géographie et au monde terrestre. La connaissance qu'ont alors les Grecs, les Arabes, les Turcs, les Mongols, les Chinois est très supérieure à celle qu'ont les Francs et même Saint-Louis. Jugeons sur pièce. À bord de la nef qui l'amène à Tunis, on le sait, ça date de sources sûres, non pas par Joinville parce qu'il a refusé de se joindre, mais par Guillaume de Nancy, il y a une carte. Une carte. Cette carte, elle a disparu, mais il est fort probable qu'elle ressemblait à celle-ci, que j'ai mise telle qu'elle se présente aujourd'hui, mais telle qu'elle a peut-être été, puisqu'elle est un feuillet inclus dans un bouquin, qu'est la Mapamundi d'Albi, j'ai choisi. C'est un hasard, mais on va retrouver nos régions à plusieurs reprises, comme j'ai déjà parlé, l'Écosse. Et cette carte-là, eh bien, vous y reconnaissez sans peine, j'avais pris le petit pointu là, le Rhône, l'Italie, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, sans peine. Et ici, avec ce petit chevelet dans son cours inférieur, et sa régularité jusqu'à un monde inconnu ici, qui sera vite et tôt désigné comme le paradis, le Nil. Comme vous le voyez, face à la Sicile, il y a Tunis, qui est là, à l'époque, et le Nil est tout près. Et c'est une hypothèse, vous le savez peut-être aujourd'hui, de la destinée de Saint-Louis à Tunis, du choix de passer par Tunis, parce qu'il se croyait tout près du Nil. Elle n'est pas non plus très différente de celle-ci, qui est une carte réalisée par Ali Drizzi, mais Ali Drizzi, c'est un arabe de Sicile. C'est pas un vrai arabe, si je peux dire, au sens où il est avec les Normands en Sicile, il est un peu intellectuel, il a une connaissance, et il dessine ça, comme vous voyez, c'est un montage d'un recueil, c'est à la Bibliothèque nationale de France. La carte d'Ali Drizzi, elle est de 1154, donc elle est antérieure à Louis IX, Louis IX, il ne s'est jamais appelé Louis IX, son vivant. Donc, en revanche, on l'appelait Saint-Louis, et plus souvent encore, le prud'homme, comme vous savez. Et donc, cette carte-là, elle montre la Méditerranée telle que pouvait la connaître Louis IX, Saint-Louis. Ici, il a été vite copié, mais tout de suite, dans les années suivantes, on a 20 ou 30 manuscrits originaux qui sont celui-là sur papier, mais le plus souvent sur parchemin. Le papier, c'est le papier plus simple pour l'époque. Et celle-ci, qui montre au fond l'Europe, est déjà bien connue, avec, enfin pas qui montre l'Europe, oui, avec l'Espagne, avec la France, l'Italie, et ici c'est la chaîne des Apennins, la Corse, ici c'est peut-être l'île d'Elbe, on ne sait pas, ici c'est la Sardaigne, ici Chypre, les côtes du Levant, le Nil, ici une représentation du paradis, puisqu'on pense que le Nil mène au paradis, et puis ici le Bosphore, et puis la Caspienne, et puis ah oui, pardon. Et puis l'Arabie, l'Ottoman, etc. Voilà, ça va être la présence du monde, même pour les Arabes à l'époque. Elle va en Chine, mais la route n'est pas connue. Le mouvement se fait dans l'autre sens.
d'autant que les Arabes sont poussés par les Turcs, qui sont poussés par les Mongols. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'au moment où Louis IX se meurt, Marco Polo n'a que 15 ans, il n'est pas encore parti, il va partir l'année suivante, il a 16 ans, avec son oncle et son père, et qu'au-delà d'Antioche, que visent les croisés de Saint-Louis, s'ouvre un monde qui est totalement inconnu. Sauf pour les orientaux, puisqu'on a ceci, qui est un porte-nom du XIIIe siècle arabe, qui désigne, qui montre une vision absolument excellente de l'Europe. Vous voyez ici, là, je suis dans le golfe de Gascogne, dans la Gironde, ici, mon Cantabrique, l'Espagne, le Portugal, enfin, avec des repères qui sont des noms, dans l'arabe, de noms de ports tout au long de toutes ces côtes méditerranéennes et nord-africaines. Une connaissance absolument parfaite, où les traits de là ne sont pas pour rien, puisque avec les astrolabes, les Arabes s'avèrent dès le XIIIe siècle capables de dresser des cartes excellentes. Donc eux, ils ont une bonne connaissance, et du coup, comme on va le voir, ils ont aussi, du point de vue de la médecine, qui est très en avance par rapport à la nôtre à l'époque, ils ont une vue, une vision, une compréhension de ce que sont les épidémies bien supérieure à la nôtre. Alors, Louis IX, lui, il n'a pas beaucoup de buts dans sa croisade. Sinon, ce but absolu dans les anciennes de la mission et de la conversion des Seldjoukides, qui sont les Turcs de l'époque, mais aussi des Mongols, qui déjà repoussent tout le monde, qui sont installés dans Bagdad, et des Arabes. Et ça, c'est son but à lui, parce qu'il est doux et pacifique, d'où sa sainteté reconnue de son vivant, mais il n'est pas partagé, un but partagé par beaucoup de chevaliers croisés, dont beaucoup sont, il faut le dire aujourd'hui, des brutes sanguinaires qui peuvent nous rappeler certains de ceux que l'on a vus l'autre jour à l'œuvre dans cette très excellente communication que nous a fait M. Dupont-Moreau sur la Yougoslavie. Il n'est pas sans relation avec la Yougoslavie, il n'est pas sans relation avec les croisades. Vous connaissez peut-être cette réunion, elle est observée en Angleterre, dans qu'on appelle un recueil de psaumes, qui est le combat de Richard de Lyon avec Saladin, c'est-à-dire presque 100 ans avant Louis IX, mais là, carrément, le but, il est quand même très largement d'aller guerroyer, d'aller pour conduire le combat. Il faut bien imaginer que la chevalerie du XIIe, XIIIe siècle, son but, c'est la guerre. Elle joue à la guerre en permanence, elle ne sait rien faire d'autre, et elle ne fait rien d'autre, ni digne d'elle. Donc, que retenir pour l'entrepôt de cette première partie de l'exposé, que retenir pour l'entrepôt de cette première partie de l'exposé, de cette leçon de géographie sans carte, et en tout cas sans carte précise, comme on a pu le voir. Mais avec déjà cette notation que les Arabes ont de la cartographie du monde, et les Chinois aussi, une meilleure vision. D'abord, ce fait que les épidémies, en tout cas la dysenterie, peut-être qui atteint Louis IX et son armée là-bas, devant Tunis, à Carthage, devant Tunis, proviennent toujours, telles qu'elles sont décrites avant lui et à son époque, du contact des hommes avec des agents infectieux de toute nature qu'ils ne connaissent pas et qui sont transmis par des vecteurs qu'ils ne connaissent pas non plus, hommes, eaux, insectes, qu'ils ne soupçonnent pas et qu'ils ne cherchent pas, car pour eux, bien sûr, la mort vient de Dieu. Et ils ont quand même conscience que, d'ailleurs c'est dit un peu dans la citation de Daniel Defoe que vous avez rapportée à la fin, que ces épidémies sont favorisées par les guerres, mais aussi le commerce, on le verra avec Montesquieu à la fin, et les déplacements. Et c'est sur ces bases-là, parce que j'étais autant historien que géographe quand j'étais jeune, je suis toujours autant historien que géographe, j'ai fait deux formations, et que j'ai eu cette idée d'élargir l'idée du complexe pathogène de Maxon, qui était à Montpellier, un réfugié de Lille quand il a écrit ça, Charles Collin en 1943, on est dans le livre en 5 tomes,
que j'ai l'idée d'étendre sa notion de complexe pathogène à une idée de complexe sociopathogène, parce que pour qu'elles se révèlent, les épidémies, il faut des rencontres, des événements, des causes immédiates, comme il y a 14 des causes profondes, des causes immédiates. Moi je dis qu'il faut aussi s'intéresser à ces causes immédiates. Les épidémies font partie de l'histoire des hommes, elles sont vite oubliées. Ainsi, au XIIIe siècle, la peste de Justinien, qui sévit de 541 à 767, presque 250 ans, est sans doute totalement effacée, sans compter sur des épidémies évidemment du néolithique récent, dont on n'a absolument pas la trace. Pourtant, cette peste de Justinien, elle a été décrite par des grands noms de l'Orient chrétien, Évare, Procope, et en France, évidemment, comme nous ici, par Grégoire de Tours, qui la rapporte et qui la décrit abondamment dans les murs d'Arles. Et pourtant, on les a oubliés. Et même Grégoire de Tours n'est plus tellement lu au XIIIe siècle. On peut le supposer, puisqu'en fait, il est redécouvert au XVIe par le mouvement humaniste. Et la connaissance de la peste peut pourtant aider, la connaissance de la peste de Justinien, pour laquelle on avait des récits qui étaient conservés dans les couvents, lui aider à se garder des risques sanitaires encourus aux croisades. En effet, si on regarde une carte de la peste de Justinien, eh bien on voit que cette carte est celle en 540, c'est-à-dire quelques décennies après la chute de Rome, et la marque d'une nouvelle étape dans la mondialisation et dans les effets du commerce. Par le monde indien et perse, mais au fond, ça s'arrête, la connaissance qu'on en a, au Nil. Mais il est probable que ça passe par les détroits, que ça transite par un bout de terre en Égypte, et puis que ça vient en fait du monde indien. Par le commerce, le monde perse et indien donc parviennent en Égypte, et de là atteignent par la terre, autant que par la mer, les ports de la Méditerranée, les ports, parce que c'est les seules grandes villes déjà, la littoralisation des activités économiques que nous voyons toujours de nos jours, Marseille n'est pas le vivant par exemple, eh bien nous voyons que c'était déjà en place. Et de là, cette peste de Justinien en France elle n'existe pas vraiment, mais dans ce qui sera plus tard le royaume franc, qui est encore l'Empire romain à ce moment-là, ce qu'il en reste, parce qu'il est quasi détruit, on voit par les vallées du Rhône et de la Saône jusqu'à Trèves, qui est une grande ville romaine, juste le long de l'Escaut et du Rhin, se répandre cette peste de Justinien, ainsi que dans l'ouest de l'Angleterre et dans le sud-est de l'Irlande, qui sont les endroits où les premiers ports se développent alors. Et donc, l'île au 7e, 8e siècle de l'Angleterre est déjà très incluse dans les circuits commerciaux mondiaux parce qu'elle fournit du plomb notamment en quantité importante et le plomb on en a grandement besoin. Et donc, au fond, ce qu'on constate, c'est que cette peste de Justinien, de quoi profite-t-elle? On ne fait pas souvent le rapprochement, mais elle profite évidemment de la chute de l'Empire romain d'Occident et de la fragmentation de l'Empire romain d'Orient. Deuxièmement, on ne cherche pas trop de cause à tout ça, parce qu'au fond, la maladie, elle est une punition. Là-dessus, Joinville s'exprime beaucoup en citant Saint-Louis, les propos de Saint-Louis nous sont bien rapportés, que la maladie est punition. Et donc, la notion grecque ancienne hippocratique de cause et de conséquence, d'environnement, vous savez, ça, Hippocrate, son traité majeur, c'est des eaux, des airs, des lieux, un traité d'écologie politique médicale, pardon, avant la lettre. Et ces notions-là sont inconnues, et partant, les notions de remède de santé publique le sont aussi. Il faut pour cela attendre le 19e siècle et la microbiologie pour arriver à répondre à ces notions. Ainsi, et là on en a un exemple dans les récits de la croisade précédente, en 1250, très précis de Joinville, qui est la seule fois où il se réfère à de la pharmacopée, à la connaissance pharmaceutique, aux médicaments, et on a toujours ce retard de s'intéresser aux médicaments.
il vient pas de là, mais enfin, ça correspond quand même. Il rapporte que le long du Nil, là où il fait son nord, dans le delta, dans son roi, que l'eau est très trouble, mais que les gens du pays qui veulent en boire prennent de l'eau vers le soir et écrasent 4 amandes ou 4 fèves. Et le matin, elle est si bonne à boire que rien n'y manque. Évidemment, le microbiologiste dirait, ben oui, c'est facile dans la turbidité, c'est déposé au fond du vase dans la nuit, qu'il y ait 4 amandes ou pas, ça ne va pas faire grand-chose, encore que peut-être il y a quelque chose avec la million qui sert de flocculation, je ne sais pas, peut-être, hein, on peut l'imaginer. Mais enfin, et cette idée-là, elle dure longtemps, enfin, puisqu'on est là, je me rappelle ici, 3 siècles plus tard encore, au milieu XVIe siècle, la phrase célèbre d'Ambroise Paré, qui est pourtant l'inventeur de la chirurgie et qui va découvrir la ligature des veines, hein, dans ses opérations là, sur les champs de bataille, et qui déclare, vous savez cette phrase magnifique, qui n'est rien, qui veut dire que lui n'est rien, et que Dieu est encore tout dans la mort. Il dit « Je le pensais, Dieu le guérit ». Et ça, c'est en Italie qu'il le dit du reste. Mais il le répète au siècle de Metz, également, 452. Donc les hommes du temps ne font aucun rapprochement d'effet entre eux, ils ne connaissent pas l'espace géographique. De la même façon, il faut dire un mot du temps qu'ils vivent, ils ne notent pas les événements. Ils ne notent pas les dates de naissance et les événements autrement que de façon relative et souvent imprécise. Saint-Louis ne s'est jamais appelé Louis IX. La numérotation de ses ancêtres, les rois capétiens, elle survient qu'au milieu du XIVe siècle. Louis IX n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est pour ça d'ailleurs que Le Goff, dans sa grande biographie qu'il a fait de Louis IX, Saint-Louis, il y a deuxième partie, Louis IX a-t-il existé? La numération des ancêtres est la sienne, mais pas seulement au XIVe siècle. Le temps de Saint-Louis, c'est une généalogie qui rappelle celle que moi j'ai entendue jeune, des généalogies polynésiennes, qui sont des récits, comme on avait ici au XVIIe siècle, au XVIe siècle encore, on n'avait pas une grande connaissance, on ne marquait pas les dates dans les cimetières, tout ça est fort bien connu. Et le temps de Saint-Louis, c'est une généalogie, elle est faite de prénoms et de surnoms. Lui, c'est Louis le Prud'homme, c'est ainsi qu'on l'appelle. Louis VIII, son père, c'est Louis de Lyon. Son grand-père, Philippe II, on ne l'a jamais appelé Philippe II, qui sait que c'est Philippe Auguste, Philippe II, pas tout le monde. Et puis son fils Philippe III, c'est le Hardy. Et puis son petit-fils Philippe IV, c'est le Bel, ou de son vivant plutôt le roi de fer. Parce qu'il n'était pas très commode, le Philippe IV, donc pas de carte, pas d'histoire au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et partant, pas d'épidémie, la notion d'épidémie n'existe pas. Notre connaissance des épidémies suit en fait le progrès de nos connaissances géographiques qui lui-même suit celui de la mondialisation. Cette carte date de la diffusion de la peste de 1348 en France, et dans les bordures de la France. Elle est due à Jean-Noël Mirabel, qui est le grand historien de ces choses-là, c'est un historien médecin de l'INEL. C'est date de 62, son grand livre qui est La peste en Europe et en Occident. La peste en Europe et en Occident, en 2 gros tomes, très introuvables aujourd'hui. Et là-dedans, il y a cette carte où on voit les circuits commerciaux tels qu'ils s'organisent déjà. On sait que l'Aquitaine appartient à l'Angleterre, donc des circuits commerciaux nombreux sont développés avec les productions méridionales et qui se dirigent vers l'Angleterre. Pourquoi les Anglais revendiquent Calais? Parce que Calais, c'est d'abord chez eux dans l'héritage, mais aussi parce que c'est un point fort de passage commercial. Comme aujourd'hui, on retrouve un peu les mêmes enjeux géopolitiques qui prennent corps là. Et toujours ces épidémies qui arrivent par Marseille, déjà en 1348, et qui vont se répandre. Alors elles se répandent d'abord ici, dans le texte que vous aurez ensuite. Vous verrez, j'ai mis des dates à ces petits points. Et on a beaucoup de sources pour le retrouver. Par exemple, ici, j'ai le plaisir à montrer des choses de chez nous. C'est une croix de la peste. On en bâtit beaucoup à ce moment-là, au XIVe, XIIIe, XVIe. Celle-ci, la l'épidémie du XVIe. Et elle est. Ça, c'est ma fille. Et c'est le hameau de Frouzet à Saint-Martin-de-Londres. Quand on va de Saint-Martin au poste de la Seine, il y a cette croix.
l'entrée d'horizon. Et donc ça me fait plaisir, ça me permet d'évoquer ma fille comme Jean-François, c'est son petit-fils tout à l'heure. Hein. Il y a des choses importantes dans la vie. Et voilà, alors ici j'ai mis, je ne vais pas le prendre parce qu'on n'a pas le temps, mais des dates qui montrent que, au fond, la peste, elle a mis, la peste, elle a mis 2 ans, la peste noire, pour se répandre en France, tandis que la Covid, qui est arrivée par l'est de la France, plutôt par Mulhouse, mais on verra tout à l'heure que c'est peut-être pas les évangélistes, mais que c'est l'aéroport de Mulhouse plutôt, et que, en fait, cette peste, elle a mis donc 2 ans pour se répandre et 4 mois seulement pour que la Covid-19 atteigne toute la France. Donc une accélération évidemment des mouvements. Je me suis, Emmanuel, est-ce que si on veut arrêter à midi pour aller manger et qu'on puisse discuter, est-ce que tu arrives à la Covid après? Oui, bien sûr. Oui. Mais je vais passer vite, on m'a dit 45 minutes. Ça fait 35. 35, donc je vais passer un peu plus vite sur la suite des événements, mais il a son sens pour ce que je veux dire. C'est-à-dire que les épidémies sont liées au développement du commerce mondial. Ça, c'est l'épidémie de 1560, celle qui est rapportée en 1720, parce qu'il a peur de la survenue de l'épidémie de Marseille dans le monde par Daniel Defoe, qui n'est pas contemporain, il est né en 65. Donc il est né juste que la peste disparaissait. Et cette épidémie-là, comme vous le voyez, elle frappe qui? Elle frappe les Pays-Bas et l'Angleterre, qui déjà affirment leur suprématie sur le commerce mondial. Idem, ça c'est très connu, bon, c'est très intéressant parce que c'est à Montpellier, c'est à Bourg, il est au musée Alger, musée de la faculté de médecine, il est de Michel Serres, le vrai, Michel Serres, le peintre du XVIIIe siècle, début XVIIIe, et qui est contemporain de la peste, il est à Marseille, etc. Et donc il peint ce qu'il voit, vous y reconnaissez la vieille Major, hein, qui est à côté de la nouvelle cathédrale qu'on a bâtie sur une extension du port au XIXe siècle, celle que tout le monde connaît parce que c'est très visuel. Ça c'est important pour la santé publique. Mais comme Jean-Pierre nous presse, je reviendrai peut-être un autre jour, c'est là-dessus. Toujours dit que ça c'est la peste de 1628, c'est une peste comme une autre, qui se répand beaucoup, qui fait beaucoup de ravages dans la vallée du Rhône-Saône. Et à Lyon, elle est cataclysmique, elle est bien connue par une thèse de médecine à Lyon. Celle voilà, de 1722, elle se répand pas, elle est très vite, très tôt contingentée. Il y a la création du mur de la peste, mais il y a surtout ce dont témoignent indirectement ces 3 points verts, qui sont l'emploi des dragons du roi à la surveillance militaire de la peste sous l'égide sous les îles du Chevalier Rose, qu'on voit ici, qui est le colonel des dragons, et qui va limiter cette peste, qui est non seulement la dernière, mais surtout dans l'expansion, est limitée par un geste barrière qui est le meilleur de tous, qui est l'enfermement, c'est-à-dire l'isolement. Et il y a juste ça, parce que comme c'est des dragons, ils descendent, ils remontent, ils ont fini de massacrer les protestants sénégal, et donc ils sont inemployés, et ils commencent un peu à devenir des voyous, les dragons, pas non plus des tampons. Et donc, ils créent un peu des troubles inutiles là, dans la région de l'Est, où ils sont casernés. Et on les envoie surveiller le mur de la peste et surveiller l'inhumation des morts dont les Marseillais sont ou peu nombreux ou plus nombreux. Et j'en arrive, si vous le voulez, et sur l'insistance de notre président, sans avoir parlé de la peste de 1720, qui, du point de vue du commerce, a beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait, si elle se répand, c'est que les affaires demeurent les affaires, un peu comme chez nous, au mois de janvier, février, mars 2020, où on a tardé incontestablement avec les masques, etc. Et donc, venons-en à la dernière épidémie, celle des circuits et marches de la mondialisation et de la Covid-19. Depuis le début de l'épidémie et depuis le début de son enregistrement local à l'échelle mondiale par l'OMS, j'ai réalisé une carte par mois. Alors, je crois que c'est le 13. Pourquoi le 13? J'en sais rien. Mais c'est parce que je crois que c'est le 13 janvier 2020 qu'on a vraiment commencé à bien communiquer. Donc après, je me suis dit, le 13, c'est comme le 30 ou le 1er, on s'en fout. C'est un jour.
Il suffit qu'il soit fixe. J'ai pris le 13 et tous les mois jusqu'à aujourd'hui, j'ai une carte de l'épidémie. Et je l'ai publié pour partie sous forme animée dans la revue Géoconfluence, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une revue en ligne, où on voit comme un dessin animé. C'est pas Chaplin, mais c'est intéressant quand même. Et ça, c'est fort intéressant, parce que sur cette carte, on voit comment les épidémies sont toujours des manifestations de mondialisation. Ce qui a un grand intérêt pratique pour leur contrôle, leur surveillance et leur suivi. En Chine, ça a été dit tout à l'heure, le premier décès est officiellement déclaré, le premier décès, pas le premier cas, mais monsieur, il a eu beaucoup de temps loin, le 13 janvier, premier décès déclaré en Chine. Tout le monde s'en va. Ça se passe là-bas, au bout de Saint-Louis. Vous voyez le lien? C'est loin la Chine. Et puis très vite, l'idée du pangolin, elle émerge. Elle apparaît aujourd'hui complètement folle, idiote, mais d'où elle vient cette idée? Je sais que les Chinois, ils bouffent n'importe quoi, c'est bien connu, et notamment du pangolin. Ben oui, les peuplades d'Orient, ça bouffe des chauves-souris, des pangolins, des tout. Dès qu'un d'entre nous est allé en Chine, quand il revient, il dit: t'as mangé du chien, t'as mangé de ceci, cela. Et lui, évidemment, on peut bien prouver qu'il est allé en Chine. Il dit: bon, ouais, j'ai mangé du chien, c'est votre savoir. En réalité, on mange du chien. En fait, c'est pas du chien, c'est du bon. Bien rares, pourtant, en France, sont ceux qui sont déplacés sur Wuhan, et les provinces dont a parlé Jean-Pierre tout à l'heure, sur une carte. C'est au Wuhan, si on joue à ce jeu, vous n'allez pas gagner un terreau. Et comme était au prof de le dire. Et d'autres, pourtant, ils évoquent de nombreux précédents à l'origine asiatique des épidémies qui ont ravagé l'Europe. Justinien, la peste noire, 1720, la grippe dite espagnole, dont ils savent que c'est un nom qu'on lui a donné pour éviter de froisser d'autres puissances qui étaient des puissances alliées, notamment les Américains, qui, au Kansas, avec des camps de soldats venus de l'Extrême-Orient, a sans doute permis à l'épidémie de se développer au sein du corps expéditionnaire qui débarque en avril 17, seulement en juillet essentiellement. À partir de juillet 17, et c'est dès l'automne 17, dans les camps de la Normandie, où ils sont stationnés pour pouvoir repérer ces premiers cas qui en plus vont se... Il ne faut pas le dire, tant et si bien qu'après le 11 novembre 18, les soldats, dont on sait qu'ils sont contaminés, sont démobilisés successivement aussi parce que tout ça coûte cher, rentrent chez eux et répondent de la gigantesque épidémie de grippe qui, à l'échelle mondiale, fait 50 millions de morts sans doute, et en France, on fait au moins 450 000. C'est pas rien au regard des 2 millions, des 1 million 350 000 morts de la guerre en France. Le 13 février, l'épidémie ne se répand en Extrême-Orient, mais vu de chez nous, là, en France, et c'est ce que vous avez vu au temps de la radio, à la télé, moi c'est loin tout ça, et puis ça s'y limite, et en tout cas ça n'est pas bien. Rappelez-vous, en février 2020, tout va bien en France. En mars, il commence quand même à y avoir beaucoup de décès en Chine, il y en a 3079 le 13 mars, et puis, en Iran ça se développe et ça flambe, et puis, en Italie, qui entretient, l'Italie est une grande puissance industrielle, et notamment avec Olivetti, Motorola, etc., achète beaucoup de composants en Chine, enfin des relations extrêmement étroites, avec Wuhan, qui non seulement a son laboratoire P4, dans lequel nous avons Européens et Français, mais qui a aussi des usines de microprocesseurs, de choses comme ça, de pièces électroniques, dont l'Italie, grande puissance industrielle, bien plus que la France aujourd'hui, a fait une grande consommation. Donc l'épidémie s'y répand. Alors nous en France, on rigole, on dit que les véritables, évidemment, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas bons, tout ça c'est folklore, ils pensent qu'à s'amuser, enfin, etc. Et on dit non, ça ne viendra jamais chez nous. Enfin, l'Italie, c'est quand même pas bien loin, et c'est pas du tout ce que l'on veut bien croire. Mais enfin, souvenez-vous quand même, le 13 mars, nous avons un gouvernement, ou un membre du gouvernement, c'est-à-dire qui reporte le gouvernement tout entier, parce qu'il en est porte-parole, elle en est porte-parole, qui déclare que les masques, ça ne sert à rien, de toute façon les gens ne savent pas les mettre, et qu'ils sont parfaitement inutiles. C'est quand même le 13 mars 2020 que cette chose-là est dite, évidemment, on trace à 5 minutes. Enfin, le 13 avril, l'épidémie chinoise est devenue officiellement une pandémie mondiale, qualifiée comme telle par l'OMS, mais seulement le 13 fin mars, et donc c'est le 13 avril pour la sur la carte là. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a cette carte magnifique?
Moi, j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai commencé au mois de mai 2020 à faire cette carte, et ensuite, j'ai continué chaque mois. Là, j'ai fait rétrospectivement. Et cette carte, elle est extraordinaire. Tout de suite, elle m'a fait penser à une carte que je connais, que je vous montrerai maintenant, qui est une carte avec l'adressé de la mondialisation. Et qu'analyse, alors là, on est en mai, voilà, ça se précise encore, les centres principaux de la mondialisation, les États-Unis, l'Europe, le Brésil, mais aussi les grands pays de production, à bas coût, l'Inde, l'Iran, la Turquie, qui sont concernés par la mondialisation. Et regardez ça, qui nous rapproche des circuits commerciaux que je vous ai décrits à un moment de la place de Justinien, où on les voit déjà se mettre en place. Ça, c'est une carte de la mondialisation qui a été réalisée par un de mes camarades, Jean-Benoît Bourbon, on a toujours cité ses sources et puis ses amis, qui est le directeur de la même revue Géoconfluence de l'ENS de Lyon, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et finalement, que voyons-nous aujourd'hui en juin 2021? Eh bien, en juin 2021, si on reste de perspective, on fait des cartes de la mortalité par le Covid, on voit que la mortalité par le Covid en Europe, c'est, à part le cas espagnol qui s'explique pour d'autres raisons, c'est ce qu'on a appelé la banane bleue. Ça, c'est c'est-à-dire la dorsale économique européenne qui va de l'Italie, la moitié septentrionale de l'Italie, jusque l'Angleterre en passant par les pays prénoms. C'est là que se fait l'essentiel de la production économique européenne. Et si on regarde ceci, une autre carte que j'ai faite et qui fait qu'ils ont choisi pour faire l'affiche d'aujourd'hui, à côté de l'image de coronavirus, ça c'est une carte de la contamination au 13 mai 2021, de l'intensité de la contamination en France. Vous savez, c'est quand même pas souvent qu'on voit des cartes aussi évidentes. Et à nous tous, bon, je vais rajouter, je vais la rajouter sur la diapo suivante, mais on n'est pas là pour faire j'aurais dû faire moi aussi ma devinette, mais qu'est-ce que ça nous rappelle qu'on a appris à l'école? La ligne à Marseille, absolument incroyable. La France développée, industrielle, qui commerce avec le reste du monde, introduite dans la mondialisation, et une France qui n'est pas forcément pas mêlée à la mondialisation, mais qui donc, a des productions, notamment agricole, donc le cas du sud-ouest, mais qui passe par l'agroalimentaire et davantage localisé dans l'Est. Dans l'Est, dans les régions du Sud. C'est une carte absolument exceptionnelle qui rejoint ici la carte des firmes étrangères en Europe. Ça, c'est ils sont gros plus l'emploi des firmes étrangères est important, ça s'appelle lié à la population du territoire, mais ça, c'est la part d'effectifs employés dans une entreprise internationale sous contrôle étranger, pas une internationale française comme Renault, Peugeot, etc., mais une internationale étrangère travaillant en France. Et rappelez-vous, en cette semaine, quand j'ai fait le diaporama dans la semaine, c'était le jour où on annonçait la construction de l'usine de batterie, où à Nîmes, à Alès, qui lui se méritait, ou à Millau, excusez-moi, à Millau pour remplacer Bosch. Vous savez, je suis membre de Césaire en Occitanie, donc José, le président, il est vraiment très. Voilà. Et donc, non, l'usine, on l'a fait à Valenciennes. Une nouvelle usine de batterie, pour Renault, on n'entend pas Renault qui va dire je vais venir m'établir à Rodez. C'est pourquoi à Valenciennes? Parce que pour vendre des Renault dans cette banane bleue, c'est mieux d'être à Valenciennes que d'être à Rodez. Ça minimise les coûts de transport, évident. Alors, vous conclure, car je crois que vous m'y attendez. En fait, ce que j'ai voulu vous montrer, je dis que c'était un essai, pour moi, que je n'ai jamais présenté, une idée qui m'est venue en préparant ça à leur demande. J'ai dit, bon, tant pis, tant qu'à faire de le faire au débeauté, au pied levé, autant se risquer. Et même si c'est très dur, parce qu'après l'exposé de M. Pondou le mois dernier, on nous a fait prendre la parole. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traîné chez moi, j'ai regardé un peu tout ce que je savais, et je me suis dit, mais au fond, les relations entre pays, ce sont elles qui guident les routes de l'épidémie. De l'épidémie Covid-19, mais en fait, les routes de l'épidémie. Et à chaque épisode,
je connais bien l'histoire des épidémies, j'ai publié énormément de choses, la grippe à Tahiti, des trucs comme ça, j'ai publié beaucoup de choses sur les épidémies, plus sur d'autres sujets, mais sur les épidémies aussi. Et à chaque épisode, les épidémies donnent une image de l'état de la mondialisation et de l'intégration des pays, dont on voit très bien qu'elle est une très vieille aventure humaine, cette mondialisation, ça ne date pas du tout d'aujourd'hui. On comparera sans peine les cartes de l'épidémie de Covid-19 aux cartes plus anciennes, que l'on a pu retracer, je vous ai montré, la peste de Justinien, 1348, et de ses soubresauts dans les siècles suivants, de la grippe espagnole de 18, là j'en ai pas mis parce que sinon je n'aurais pas demandé, de celle de 2002 et 2012, qui impliquait déjà le coronavirus, ça a été rappelé. Et pour résumer, eh ben, j'étais chez moi, je me disais comment je vais conclure, alors j'ai traîné, j'avais un peu partout autour de moi, et puis je me suis rappelé de ça. On peut dire que les lois du, oui, c'est le tome 3 de l'esprit des lois, on peut dire que les lois de commerce perfectionnent les mœurs, par la même raison que ces mêmes lois perdent les mœurs, les bonnes mœurs des Gaulois et les mauvaises mœurs des Orientaux. Le commerce corrompt les mœurs pures, c'était le sujet des plaintes de Platon. Il polie, et lui dit Platon c'est vieux, aujourd'hui il était uniquement voulant la conservation des mœurs athéniennes, Platon, et lui dit le commerce polie et adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons tous les jours. Donc, il faut développer le commerce. C'est ce que nous dit Montesquieu au XVIIIe siècle. Et alors, ça veut dire qu'il faut éviter de raconter des blagues et qu'il faut s'intéresser à un certain nombre de choses. Ça, c'est des idées à mettre en cage, comme l'a bien souligné Jean-Pierre à la fin de son exposé. Mais ça fait partie des mêmes fonds culturels que l'idée d'appeler la grippe espagnole. Voilà. Les Espagnols, c'est des gitans en France, en 1920. Ouais, je me suis marré parce que j'ai appris ça à Lyon, à l'école. Et en fait, à Lyon, dans les jours où, par la presse, je sais qu'on a commencé à appeler la grippe espagnole, on jouait Carmen, qui était déjà le blockbuster de l'époque. Et que dans la presse, il y avait des trucs, les gitans, tout ça, enfin, toute une iconographie de ce que sont les Espagnols, qui, comme les Chinois, bouffent n'importe quoi, d'ailleurs, là, c'est jamais pu cantonner un peu avec Noël. Ça fait partie du vieux fond. Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est pour le personnel. C'est des chameaux, ou des dromadaires plutôt, non, des chameaux, excusez-moi, des chameaux en Arabie Saoudite. Et si on dézoome, derrière, il y a l'aéroport. Et en fait, ça, c'est comme le parking de l'aéroport. Parce que les Bédouins multimilliardaires du désert, ils viennent à l'aéroport pour venir à Nice ou ailleurs, à d'autres manières, ça c'est une tradition du pays. Ça les empêche pas ensuite d'être en costume cravate, etc., en France ou ailleurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas lutter contre, c'est plus joli que les parkings de racisme. Les dromadaires, plus c'est bon, parce que c'est bien, c'est une conservation de vieilles choses, de la nature, etc. Mais ça veut dire qu'il faut surveiller ça. Or, on entend beaucoup dire, mais moi je n'ai pas connaissance que la surveillance vétérinaire soit si bien faite que ça, même si en Arabie Saoudite, la médecine est très avancée, de longue date. C'est ça aussi qu'il faut surveiller. Ça, c'est, vous vous rendez compte, l'aéroport de Fulan. L'aéroport de Fulan, c'est le 50e aéroport chinois. C'est Roissy, c'est immense. Et de là à là, on met quelques heures aujourd'hui. Ça, c'est l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui est quand même plus modeste. Mais l'aéroport de Bâle-Mulhouse, c'est quand même un des grands aéroports internationaux européens, comme Nice, Paris, Francfort, etc. On peut avoir mangé, admettons, une soupe à la chauve-souris ou un steak de pangolin le matin à Fulan, y compris au comptoir de l'aéroport, hein. Et le soir même, partager une choucroute à Mulhouse ou à Colmar. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, ça veut dire, évidemment, qu'il faut... et j'ai terminé d'une phrase, si vous permettez, la dernière.
parce que c'est un hommage à quelqu'un d'ici. Donc j'ai résumé ce que je voulais dire par Montesquieu, commerce et épidémie au fond. Et pour vraiment un tout dernier mot, je citerai quelqu'un qui est le docteur François Rouget, qui en 1819, dans sa topographie médicale du Vigan, notait, le premier, que les épidémies sont rares dans nos montagnes, où il exerça pendant 57 ans. Voilà, ça te laisse du mou, 57 ans d'exercice de docteur Rouget. Et ces épidémies nous sont apportées de l'extérieur. Ça, il le remarque. Elles viennent toujours de là-bas, de Gorge, au-delà de Saint-Thibault. Elles ne descendent pas de Mondadou, les épidémies. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elles viennent de Gorge? C'est ça qui fait un problème? Oui. Non, mais c'est ce qui m'inclut, parce que vous savez, sur le monde de Rouget, il se limite à ça, parce qu'il est tellement pris par son boulot qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités de sortir. Il note, le même François Rouget, en 1819, que le développement de l'industrie de la soie, le manque d'hygiène de la voirie, à Ganges, mais aussi au Vigan, je le signale, et des bâtiments qui favorisent une virulence nouvelle des épidémies, dit-il. Plus les épidémies sont proches de la publication de mon travail, la topographie médicale du Vigan, plus les épidémies sont virulentes. Et il met ça en relation avec les circuits épidémiques, avec les circuits commerciaux, avec la dégradation de l'environnement, un peu comme la destruction de la forêt en Chine. Peut-être aussi permis de retrouver ce virus dans la grotte et puis finalement de le conserver dans le P4 et sa sortie ensuite. Ça, ce que dit Rouget, dont je me suis inspiré pour arriver à penser cette idée d'épidémie, commerce, et que c'était ces choses-là qu'il nous fallait contrôler. Au fond, les contrôles aux aéroports, c'est plus important peut-être que les contrôles au Vigan, en tous les cas, au démarrage de l'épidémie, c'est-à-dire l'isolement strict. Et donc voilà, et je peux vous le rappeler, et ça nous ramène à Pasteur, et ce sera beaucoup derniers mots, que cette idée-là, elle avait déjà été comprise par Pasteur, et que ce n'est pas absolument pour rien que c'est au Vietnam, où était l'un des plus grands instituts Pasteur français, qu'on a eu cette technique-là du contingentement de l'épidémie MERS-CoV de Chine, qui a fait qu'elle n'a pas passé la barrière. Alors que la Chine, pourtant, est proche du Vietnam, proche par le cœur, puisque le Vietnam s'est émancipé à l'aide de la Chine. Voilà, j'ai terminé, j'étais trop long, mais j'ai tenu moins longtemps je reprends ici la parole que j'avais laissée ce matin au secrétaire perpétuel pour animer un petit peu quelques minutes cette discussion sur ces deux communications, regard croisé sur la Covid-19 d'un géographe et d'un microbiologiste. Voilà. Donc, y a-t-il des questions, des points, des commentaires ou des points que vous souhaiteriez que les conférenciers de ce matin élucident à votre attention, dans la mesure de leurs possibilités, bien sûr, parce que vous avez compris qu'il y a encore pas mal de choses qu'on ignore dans le cas de cette pandémie, même si la relation qu'a fait Emmanuel Vigneron avec la peste montre qu'il y a tellement de points communs, en définitive, que toutes les épidémies, finalement, se ressemblent, dans ce sens que les relations, les répercussions sociales sont souvent de même nature. Donc, qui est-ce qui veut prendre la parole? Oui, monsieur. Moi, j'aimerais constater qu'entre votre discours de microbiologiste qui est un petit peu moins perceptible à chacun d'entre nous, là qui est clair, c'est plutôt la géographie qui m'intéressait, parce que c'est les cartes que nous avons vues, elles sont bâties a posteriori, selon les résultats et ce qu'on a constaté sur le terrain. Est-ce qu'à partir de ces cartes, dans le cas de l'épidémie, de pandémie ou d'autres qui pourraient voir le jour à terme, on peut prévoir des cartes qui correspondent à ce que peut être la propagation d'un nouveau virus oui. De la même façon aujourd'hui qu'au début de la
chrétienne, eh bien, on peut en conclure que les épidémies s'adaptent au circuit de la mondialisation, en tout cas les pandémies, bien sûr, pas les épidémies locales, mais les pandémies mondiales, donc les pandémies, s'adaptent au circuit de la mondialisation tel qu'il s'offre à nos yeux au moment où l'épidémie va se répandre. Il faut cela. Donc on voit à travers les siècles, les millénaires, les épidémies se répandent selon ces circuits. Par exemple, on voit sur cette peste de 1650, où tout à coup l'Angleterre et les Pays-Bas ont pris le leadership du commerce mondial, et finalement l'épidémie elle est chez eux et elle n'est pas ailleurs en Europe. Au début de l'ère chrétienne, elle est dans le bassin méditerranéen et elle va en France, ce qui n'est pas tout à fait encore la France, mais sur les ruines de l'Empire romain, dans l'Italie du Nord et dans la Gaule orientale, qui sont les régions actives, dynamiques, marchandes du monde. Que dans l'Europe, les grandes épidémies apparaissent sans doute à la faveur, au 3e millénaire au contraire, avec le néolithique et l'usage des métaux, avec les premiers grands circuits commerciaux, le cuivre, l'ambre, l'obsidienne, je l'ai dit. Donc les circuits de la mondialisation, ils sont nouveaux. La mondialisation, c'est un phénomène continu depuis des millénaires. Ça va avec l'expansion de l'espèce humaine et le développement des échanges entre les hommes et les tentatives de pacification de ces échanges par le développement du commerce, comme le soulignait Montesquieu. Et donc, en son temps déjà, c'était quand même quelques siècles. Et finalement, on peut se dire que demain, les épidémies suivront les circuits de la mondialisation. Quels seront-ils à ce moment-là? J'ai été pressé dans la conclusion parce que le temps a passé et que j'avais 2 aiguillons de part et d'autre. Mais 2 bouches à feu. Et comment dire, et non, mais très sérieusement, que les épidémies, oui, les circuits, qu'est-ce que je veux dire, les circuits de la mondialisation, je ne sais plus. Je me suis coupé à faire. Tu as dit du mal des épidémies. Ouais, ah, ça y est, c'est le coup. De toute façon, pour toutes les épidémies, les voies de communication ont toujours été des vecteurs et des moyens de transport. Et alors c'est beaucoup plus encore plus difficile pour le choléra. Ce que je voulais dire d'important, c'était que demain, que seront les circuits de la mondialisation demain déjà? On voit que pour la première fois dans notre histoire, le Brésil est très touché par une pandémie mondiale. Ce qui n'avait pas été le cas dans le 18, ce qui n'avait pas été hors le Brésil, c'est un des points de développement importants des nouveaux foyers économiques de la planète. Ce qu'on voit sur ces cartes aussi, c'est l'absence. C'est l'absence continue du continent africain. Qu'est-ce qui se passe de l'épidémie en Afrique? Alors ça veut dire que pour l'instant, l'Afrique n'est pas encore très intégrée aux circuits mondiaux, mais enfin, nous tous ici, je vois qu'il y a qui opine du chef, comme on dit, et on est tous au courant que la Chine a les moyens de pénétrer en Afrique et multiplie les liens avec l'Afrique dans l'exploitation minière, l'exploitation forestière, comme c'est tout la Chine aujourd'hui qui achète le bois africain, et même le bois français. Les Français peuvent toujours se courir pour acheter du bois africain, et on commence à manquer de bois en France. C'est une surprise, enfin. On a donc ça, c'est très important. Demain, l'Afrique. Mais ça veut dire aussi que, pour l'instant, et là, je me tourne vers tous ceux ici qui s'intéressent à l'aide au développement d'Afrique et qui y participent, eh ben, l'Afrique est bien partie. Parce que je vous rappelle que des vaccins, en France, on a 68 millions de doses. Ça ne suffit même pas pour faire 2 fois la population. Et l'Afrique, elle peut attendre l'arrivée des vaccins. On s'en fout, en fait. Et donc, elle est mal partie. Parce que aussi bien une épidémie peut ravager l'Afrique. Il y a longtemps qu'on sait que l'Afrique est mal partie. Oui, c'est vrai, c'est un livre de ça. Attendez. J'avais 2 questions d'abord. Madeleine et puis Ricardo. Oui, on parle de la circulation de l'épidémie. Je voudrais que vous nous précisiez davantage les foyers initiaux. Il me semble que l'Asie a été pratiquement depuis la préhistoire un foyer d'où sont parties les épidémies. Quand je pense aux pestes, je pense à la pandémie de 1898 et à d'autres. Il y a une raison simple, à mes yeux, c'est que l'Asie, du point de vue écologique,
l'Asie méridionale, c'est-à-dire le sud de la Chine, le nord du Vietnam, etc., constitue un climat forestier absolument propice au développement de toutes sortes d'espèces vivantes. Enfin, c'est le cœur de la biodiversité mondiale, ces forêts. Mais les forêts d'Asie ont ceci de supérieur à toutes les autres, celles de l'Amazonie ou celles de l'Afrique par avant, c'est qu'elles sont dans un continent qui est historiquement le plus peuplé de la planète depuis le plus longtemps, c'est les foyers chinois et européens, et que c'est un immense ensemble contigu. L'Asie n'existe pas, l'Europe non plus, le continent c'est l'Eurasie. Et on vient tout droit, finalement, des foyers de forêts tropicales du sud de la Chine à l'extrémité de l'Occident. Ça, c'est une particularité. La fragmentation de l'hémisphère sud, le fait qu'il y ait beaucoup moins de terres émergées aussi dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, puisque les 4/5 des terres émergées sont dans l'hémisphère nord, fait que le gros couloir de circulation, mais la dérive des continents n'aurait pas existé, que le grand foyer d'épidémie mondiale, ça serait Afrique, Amérique du Sud. Mais évidemment, depuis 200 millions d'années, ça s'écarte et il n'y a pas de foyer, c'est trop fragmenté. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Madeleine, pour moi, il y a deux types d'épidémies. Les épidémies à transmission interhumaine, et ça, effectivement, le grand foyer, c'est la Chine et l'Asie du Sud-Est. Et puis, il y a les zoonoses, c'est-à-dire passage de l'animal. Et là, c'est l'Afrique tropicale centrale, et les deux foyers, ça, et l'Extrême-Orient, et la Chine, etc. Et en Chine, pourquoi transmission interhumaine? Je pense que ça tient à une densité des populations considérable, avec un potentiel de transmission. Donc ça, c'est pour répondre à Madeleine. Ricardo, la question. Oui, j'avais un commentaire, c'est en Chine, ils ont une mauvaise habitude, et dans le même endroit, mettre des exemplaires de arrière avec des cochons. Donc, la plupart des maladies pulmonaires, je pense au contrôle, ça vient du côté arrière. Et si à côté on met un cochon qui est assez similaire à l'être humain, qui peut transmettre et qui est de consommation massive, et ce n'est pas étonnant qu'il y ait un microbe qui passe du chicken au cochon. Ça, c'est le grand problème de la grippe. C'est le grand problème de la grippe. Hein. La grippe A, c'est un germe aviaire, et puis c'est amplifié chez le cochon, chez le porc, etc. Oui, ça c'est bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les commerces mondiaux, tout le monde sait que la Chine voilà, et en général, ils sont dans des Xi Jinping, il a fait une horizontale comme ça, les schémas de la soie moderne, et on ne voit pas, ni en Chine, ni dans les pays d'Europe qui traversent les routes de la soie moderne, on ne voit pas le développement de la maladie. En Chine, il n'y a que Wuhan, en fait, on va dire. Même si c'est caché, c'est contrôlé, etc. Mais je ne vois pas d'autres foyers en Chine que Wuhan. Aussi, mais pas comme ça, je crois. Je ne dis pas ça comme ça, mais dans quel autre pays, Shanghai, ils rigolent tout le temps. Shanghai, il n'y en a pas. Hong Kong même, il n'y en a pas. Et donc, je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'ils sont cachés parce que c'est impossible. Je ne sais pas, on n'a pas une visibilité suffisante en Chine ou quoi que ce soit, et je pense qu'ils ont confiné plus que le Hubei. Je pense qu'ils ont confiné des tas d'autres régions à l'époque du confinement. Peut-être. Bon, il faut qu'on donne la parole à tout le monde. Alors, très courtement, peut-on dire sérieusement, comme le disent certains, que le réchauffement climatique de la planète a eu une incidence sur cette pandémie? sur cette pandémie-là, je ne suis pas convaincu. Peut-être que... Non, c'est la même chose. C'est pas... Enfin, parler du réchauffement climatique, c'est se voiler la face aux agressions à l'environnement, à la forêt tropicale. Le virus, c'est bien sorti de quelque part, c'est pas du génétique. Il a pu naître à la base, il y a un virus qui sort de quelque part, qui soit ensuite modifié par manipulation dans le laboratoire, c'est possible. Mais toujours est-il que, en gros, les atteintes à l'intégrité environnementale du monde tropical et subtropical, qui est très riche, mais aussi très fragile,
On sait très bien qu'il y a un très gros danger sur l'Amazonie. Heureusement que l'Amazonie n'est pas reliée au reste du monde comme l'est la Chine méridionale. Il y a quand même 50 vols par jour de Wuhan pour l'Europe. Bon, c'est pas au Suriname, en Guyane d'ailleurs, qu'il y a 50 vols par jour, même à Rio, pour l'Europe. Donc, mais que l'atteinte à la forêt amazonienne se poursuive, eh bien, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver demain. Alors, Je sais un peu sur le réchauffement de la France, bien sûr. Je compléterai en disant que, pour moi, le réchauffement climatique intervient dans les maladies, dans la diffusion des épidémies à transmission vectorielle. Parce que les choses comme, par exemple, le pictus, le moustique tigre, etc., le réchauffement climatique, ça lui permet d'étendre son territoire, effectivement, et la dengue, par exemple, est en train d'arriver en Europe, alors que la dernière atteinte de l'Europe par la dengue, c'était au 19e siècle en Grèce. Donc, mais pour une maladie à transmission interhumaine, effectivement, ce sont les facteurs de transmission et de déplacement des populations qui sont majeurs. Alors, Maïa. Oui, nous avons été interpellés ce matin par les 4 cartes de géographie datées du mois de janvier, février, mars, avril de M. Vigneron. Oui. Et nous avons discuté de l'énorme réactivité des scientifiques face au Covid, qui n'existait pas autrefois, qui ne pouvait pas exister autrefois, du fait d'une mondialisation qui se mettait en place relativement lentement. Là, elle était également lente du fait que rien n'était prévu. Donc, aucune institution n'était mise en place pour prévoir le Covid. Et pourtant, cette réactivité des scientifiques était telle que nous avons maîtrisé par un vaccin assez immédiat. Et je suis admirative, vraiment, pas seule d'ailleurs, loin d'être seule, par le travail qui a été fait. Et la mondialisation explique pas tout. La numérisation explique beaucoup de choses aussi. Permet ça. Moi, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de structure. Les structures Oui, existent. Mais il n'y avait eu aucune préparation, et tout moins en France. Parce qu'il y avait des pays qui étaient prêts. Les pays du sud-est asiatique, ils étaient prêts. Eux, ils avaient l'expérience. En France, on a eu l'épisode de la grippe H1N1 de 2009, où nous attendions une pandémie grippale qui n'a pas eu lieu, mais on l'avait préparée. Didier Houssin était directeur de la santé à cette époque-là, et Roselyne Bachelot était ministre de la Santé. Et je peux vous dire d'expérience, puisqu'à ce moment-là, j'étais le responsable le conseiller du directeur général du CHU de Montpellier pour les risques infectieux. Je peux vous dire qu'on avait préparé le truc, on avait des masques, on avait des gels hydroalcooliques, tout était prêt. Et la seule chose qui n'est pas arrivée, c'est l'épidémie. C'est l'épidémie de grippe que nous avons eue à ce moment-là. Elle a été d'un nombre ridicule, elle a été moindre que les épidémies saisonnières habituelles. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Roselyne Bachelot a été convoquée, enquête parlementaire, comment ça se fait qu'on ait gaspillé autant d'argent pour rien du tout. Donc, ce qui fait que par la suite, je ne fais pas le feuilleton des masques qu'on a foutus en l'air, etc., parce que périmés sont mis. Je dirais que l'épidémie actuelle, c'est un coronavirus. Les coronavirus, l'épidémie actuelle est causée par un coronavirus. Avant, il y en a eu 4, et dont 2 depuis le début des années 2000. En réalité, ça fait très longtemps, dès la fin des années 50, je crois, qu'on suit les coronavirus, et qu'on s'inquiète beaucoup de ce virus-là. Ça, c'est raconté, je ne sais pas si vous avez trouvé, dans le traité de médecine tropicale de Gentilini, qui était une jeunesse, quoi, dans lequel il raconte la chasse au coronavirus, qui est un truc qui me préoccupait, pourtant c'est pas jeune. Et donc, en fait, on surveille comme, et surtout depuis l'épidémie MERS-CoV, en Arabie Saoudite, on surveille comme le petit lait sur le feu les possibles épidémies à coronavirus. Je ne sais pas sur le compte de Jean-Pierre, mais on les surveille de près ça.
parce qu'on sait qu'elles peuvent être très graves. C'est ça, Ah oui, non, mais c'était exact. Donc les structures, elles existent. Mais on ne surveille pas que ça. Hein. Actuellement, nous avons des équipes, en particulier en France, qui travaillent sur les zoonoses dans le sud-est asiatique, autour de la Thaïlande, Cambodge, Laos, etc. Et qui travaillent sur des virus de rongeurs. C'est hallucinant, parce que sur 3000 rongeurs examinés, il y a eu 200 000 virus qui ont été identifiés. Alors, tout compris. Donc, ça nous montre le potentiel épidémique qu'il existe. Et effectivement, je pense que pour les épidémiologistes, le 21e siècle, ce sera le siècle des épidémies à virus. Voilà. Bon, ça me vaut une petite. Alors, Jean-François. Tu nous as très bien expliqué que, on le savait d'ailleurs, tu l'as réexpliqué, que le vaccin a été découvert en un temps record, alors qu'on parlait de 18 mois à 2 ans. Alors, je pense que c'est ce temps record et ce prétendu manque de recul qui alimente aujourd'hui l'antivaxisme. Hein. Et nous, on est très désarçonnés parce que voilà, dans ce pays, nombre de gens, qui ne sont pas seulement des soignants, mais des braves gens de nos groupes là, qui ne veulent pas se faire vacciner, soi-disant que ce n'est pas une vaccination mais une injection, ou alors même que ci, que ça, on entend la chose. Que faire quand on n'est pas un spécialiste pour lutter contre ça? Parce qu'il apparaît clairement que la vaccination est quand même la solution pour sortir de la pandémie. Absolument, c'est la vaccination est la solution. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand même, quel que soit le médicament, on le sait depuis les Alpes, pas depuis les Alpes, depuis, comment il s'appelle là, le Suisse, là, Non, pas Yersin. Il était suisse aussi, mais bon, son nom n'en est pas. On sait depuis le Moyen-Âge, pratiquement la fin du Moyen-Âge, que tout médicament et que toute drogue est peut-être source de danger. Tout est une question de dose. Et quand on prend n'importe quel médicament qui nous soulage pour l'asthme, pour machin, etc., Y compris le paracétamol. y compris le paracétamol, prenez la notice, lisez-la en entier, vous n'avez plus envie du tout de prendre le médicament. C'est quelque chose qui non. Donc quand on prend le médicament, quand on veut prendre un médicament, il faut analyser les facteurs de risque et le coût bénéfice-risque. Le coût bénéfice-risque. Alors, c'est vrai que quand faire une vaccination, c'est pas anodin, tout à fait. Enfin, ceci étant, regardez, depuis qu'on a commencé à vacciner, on est à, je crois que c'est 15 millions de premières injections et 30 millions non, 30 millions de premières injections et 15 excusez-moi, mais il n'y a pas eu beaucoup d'effets, bon, à part quelques cas avec le BioNTech qui sont des thrombis cérébraux, etc. Mais c'est tout ça. Ce qui est important à dire, c'est que ce sont des médicaments, ce sont des vaccins qui sont suivis, parce qu'on vous dit, mais ça a été tellement vite fait qu'on ne s'est pas préoccupé de savoir. Si, on s'est préoccupé de savoir, il y a eu des effets de phase 1, de classe 2 et de classe 3, comme toujours. Les effets Alors, quelques vaccins n'ont pas eu la classe 3, c'est le vaccin des Russes, le Sputnik, qui a été utilisé dernièrement. Mais les gens vous disent, mais c'est ça, la classe 3 que nous faisons, c'est l'application du terrain. C'est-à-dire que ce sont les militaires qui ont commencé par être immunisés en Russie. Mais ultérieurement, maintenant, depuis le début de la vaccination, on fait ce qu'on appelle une vaccinovigilance. C'est-à-dire que tout est tracé. Vous allez dans n'importe quel centre ou pharmacie vous faire un truc, vous êtes rentré sur le fichier général, etc. Et tout est tracé. Et c'est après avoir eu des millions de doses injectées, on est capable maintenant de dire l'effet bénéfice-risque est. Voilà. Et que dire pour les gens? Je crois que si on cherche des arguments en faveur de la vaccination à opposer à les tiens, comme le demandait Jean-François, on peut évoquer cette idée qui peut porter, si la personne est sincère, en face, c'est qu'à l'ère des réseaux sociaux, à l'heure de BFM et de tous ces moyens de communication immédiats qu'on a,
Imaginons qu'il soit arrivé en France un accident. Non, imaginons qu'il serait arrivé en France un accident. On en parle tout de suite, un vrai accident. On en parle tout de suite, parce qu'on n'a pas un encadrement policier qui puisse interdire la divulgation d'une telle info. Donc il faut arrêter des bêtises. Et franchement, s'il y avait des accidents, on le saurait. On le saurait. Que vous ayez votre petite nièce, votre vous-même, quoi, qui au premier vaccin, la première injection, se sente pas bien, un peu assommé le soir. Bon ben oui, c'était prévu. D'ailleurs, les médecins, quand ils vaccinent, ils disent attendez un quart d'heure, et puis je reste à votre disposition toute la soirée s'il y a besoin, etc. Mais imaginez en France, alors que le moindre petit truc, le moindre petit dérèglement de la vie sociale fait l'objet d'un buzz monstrueux, aussitôt chassé par d'autres, on le saurait. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Moi, je dirais aux gens qui vont parfois dans les vaccins, lisez. Lisez Philippe Roth, Némésis. Et vous verrez ce que c'est qu'une épidémie. Némésis. Une épidémie de poliomyélite aux États-Unis, à New York, avant la vaccination, et maintenant nous avons éradiqué la poliomyélite. Et c'est ça. Alors, il y avait deux questions. Je vais montrer ça dans ce livre. J'ai mis ces trois graphiques, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. J'ai mis ces trois graphiques. Le premier, c'est sur le vaccin Ramon contre le diphtérie. Ça, c'est le vaccin SAC, c'est pour la polio. Et ça, c'est le vaccin antitétanique. Regardez, alors, par exemple, la diphtérie est activée avec la Deuxième Guerre mondiale, mais la diffusion du vaccin, à partir de 1944, fait chuter d'un seul coup la diphtérie. Il n'y a plus de mort de diphtérie dans nos générations. Mais avant, ça chauffait. Pendant la guerre, bien sûr. Mais avant-guerre aussi, quand Debré et Ramon inventent ce vaccin. On se lève là sur la polio. L'introduction du vaccin 5, elle a été discutée parce qu'au début, il y avait quand même quelques dégâts. Et donc, par la suite, à partir de 62, 63, à un moment donné, moi j'étais avec un alternative, et j'ai chez des petits copains qui sont restés comme le midi. L'autre génération. Et donc, ton beau-père, il en soignait, le militique, bien sûr, 203. Et donc, cette chute, et là, il était sur le vaccin antitétanique, la chute absolument terrifiante. Ça, c'est le seul gars que je vous conseille. Alors, je vais prendre trois questions pour terminer, parce que sinon, on n'en sortira plus. Alors, dans le prolongement de Jean-François, et je partage tout à fait cette remarque, je prolonge quelque chose qui me paraît encore plus troublant, c'est que c'est quand même dans le corps médical, particulièrement chez les aides-soignants, par exemple, il y a le plus grand nombre de déficients. C'est vrai, c'est un problème qui est récurrent. C'est un problème qu'on retrouve chaque année à propos de la grippe. C'est un problème qu'on retrouve chaque année à propos de la grippe. C'est un problème contre lequel on devrait statuer. Et de même que pour faire des études de médecine, on doit avoir une vaccination anti-hépatite B. Et bien, ça devrait. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Henri. La rapidité avec laquelle on a trouvé les vaccins pose des questions à telle ou telle, bien entendu, interprétées de telle ou telle manière. Est-ce que l'on sait le nombre est-ce que l'on peut chiffrer le montant financier en recherche médicale appliquée qui s'est fait sur la mise au point de ces vaccins depuis le déclenchement de cette affaire-là? Est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, ça c'est tout, je suppose, avec ce qui a pu être fait, par exemple, pour la grippe espagnole? Je pense qu'on doit pouvoir le faire. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'il faut s'adresser à. Moi, j'ai un fils qui est en CDE, je lui demanderai. Effectivement, ça c'est 2 milliards. Ça serait intéressant de savoir exactement. Il y a 1 million de mots. Alors, il y avait une dernière question, Eric Dumas. Oui, bon, ça a été dit. Quand il n'y a plus personne qui a la polio, quand on était petit, tout le monde, dans chaque classe, il y avait un. C'est quand même ça part. Et j'aurais ajouté, moi ce qui me dérange, c'est que les gens du corps médical et les enseignants, avant les enseignants c'était quand même porter le progrès. Et aujourd'hui, il y a des enseignants qui vachent. Les temps ont changé. Après, ce que j'avais demandé la parole, c'était par rapport au problème économique. Combien ça coûte de vacciner une personne?
j'invente 50 €, et combien ça coûte un mois en réanimation? Oui. Ça, c'est facile à comprendre. Voilà, c'est pas des exemples comme ça qui touchent le porte-monnaie, on a plus l'efficacité. Un mois de réa, ça coûte 30 000 €. Et la vaccination, elle vaut 15 € actuellement. Et tu as raison, c'est pas pour citer, mais moi, ça fait longtemps que je fréquente tous ces problèmes. Et forcément, c'est mon boulot. Et je me suis à l'idée que toi comme moi, on a pu connaître les termes antituberculeux. Oui. On a été gardés à surveiller à la porte. Et non, mais par Pierre Adrien, par exemple, la génération, par les enfants, on n'a pas connu ça. Et finalement, c'était pas si bête, on le sait bien. Et que cultiver l'admiration envers Pasteur, même si elle n'est pas toujours très méritée, ben, ça ne fait pas de mal pour Ambroise Paré, dont j'ai parlé ce matin. Moi, je voulais retrouver un buvard avec Ambroise Paré, comme on avait distribué, c'était un gage de bien travailler. Et donc, pareil, donc, le 21e siècle, c'est la première phrase du livre, là, où je plagie André Frossard, témoin digne de foi, comme je m'amuse à dire, sur le fait que le 21e siècle sera éducatif ou ne sera pas. Et en matière d'éducation à la santé, à l'école, on a beaucoup perdu dans les 30 dernières années. Et il est indispensable de revenir à des formes éducatives simples à l'école, parce que quand on a 8 ans, 10 ans, on est beaucoup plus crédule, comme on sait, et donc beaucoup plus accessible. Les graphiques que je viens de vous montrer, ou l'argument que Jean-Pierre vient de nous donner, font comprendre à tous la nécessité des choses. Mais je pense qu'on va clôturer la discussion. On va clôturer la discussion là-dessus parce que, en disant qu'il n'y a pas que l'éducation à la santé qui devrait être revue entièrement dans notre enseignement actuellement, à l'heure actuelle. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que on a nos amis. Nous avons nos amis qui attendent et puis on n'a pas décidé de faire une véritable séance cet après-midi. Donc merci à toutes les personnes qui sont intervenues au moment de la discussion. Merci aux conférenciers, voilà, et au secrétaire perpétuel qui nous a soutenus. Et nous nous revoyons au mois de septembre.